Bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast La magie du colibri, destiné aux enseignantes et surtout aux femmes qui désirent retrouver plus d'harmonie dans leur vie. Je m'appelle Cindy Saperera et je suis enchantée d'être avec vous pour ce tout premier podcast. Aujourd'hui, je vais vous partager un épisode, une expérience personnelle qui peut-être résonnera avec vous. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien, mais nous sommes le dernier jour du mois de juillet. Et j'ai pris la décision, il y a peu de temps, de vraiment me focaliser sur la création de souvenirs et la matérialisation des souvenirs de ces moments que je peux vivre seule, avec des amis, avec mes enfants. Et j'ai acheté 3 magnifiques albums photos que je suis bien décidée à remplir très bientôt. Et pour ce faire, j'ai choisi des photos que j'ai prises en juillet. Alors, mois de juillet, ce qui m'est venu, c'est que c'était vraiment très très facile d'avoir ici des beaux souvenirs, puisque enfin, nous avons chaleur et soleil que nous avons, n'est-ce pas, tant attendu. Des températures même caniculaires, et je peux vous dire qu'en ce moment, je suis à la clim. Pour être honnête, si vous entendez un petit bruit de fond derrière, c'est tout simplement la pompe de relevage qui fait un bruit de fou, mais en dehors de ça, je suis en mode très confortable alors que je sais qu'il fait une chaleur caniculaire dehors. Bref, l'idée pour moi avec ces albums était de vraiment constituer des recueils de souvenirs de choses que j'ai pu faire seule ou avec chacun de mes enfants. Et donc, ce qui m'est apparu, c'est qu'effectivement, au mois de juillet, là, quand j'ai repris tous ces moments vécus, c'était déjà beaucoup plus facile d'en avoir beaucoup, puisque la nature est là pour nous aider. On a envie d'être dehors, on a envie de faire des activités, c'est les vacances, tout le monde est disponible, tout le monde se sent bien, les gens, on est joyeux, on peut dormir, on peut prendre le soleil, bref, tout va bien. Mais j'ai aussi décidé, dans ces albums-là, d'y mettre des photos qui remontent à bien plus longtemps. Et j'ai décidé d'avoir des photos chaque mois de moments partagés avec mes enfants. Alors pour les 2 dernières années, c'est très facile parce que je suis devenue une maman beaucoup plus présente. Pas présente dans le sens enveloppante, qui est tout le temps là, qui est sur le dos de ses enfants, qui passe tout son temps avec ses enfants. Pas du tout. Mais par contre, je sais que toutes les photos que j'ai pu sélectionner là sur les 2 dernières années, chacune de ces photos représente un vrai souvenir où je sais que j'étais présente. Pour moi, un souvenir, c'est pas seulement quelque chose que l'on a fait, mais c'est une émotion qu'on peut ressentir, c'est un moment qu'on a vécu, un moment qu'on a partagé. Et ce qui est important pour moi maintenant, c'est que quand je vis ces moments-là, je sais maintenant, en toute confiance, que je suis en train de créer un souvenir. Donc, pour moi, un souvenir, c'est un moment où je suis aussi bien seule qu'accompagnée, mais c'est un moment où je suis dans la conscience de ce que je fais, dans la conscience de ce que je vis, dans l'émotion, et s'il y a des gens avec moi, dans un moment de partage et de présence avec l'autre. Je suis remontée également plus loin parce que, en fait, je n'ai jamais fait d'album photo pour mes enfants. Toutes mes photos sont en version numérique. Alors, je trouvais ça merveilleux, les photos numériques, on peut en garder des milliers, super, mais au final, on ne les regarde jamais. Et donc, je suis remontée dans mon dossier Google Photos qui remonte à hyper longtemps. Et en fait, au fur et à mesure que je remontais dans le temps, mes émotions, quand je revoyais mes photos, ont complètement changé. Parce qu'en fait, ces moments de partage, de présence et de connexion, eh bien, ça n'a pas du tout toujours été comme ça. Je suis remontée à des photos où mes enfants étaient évidemment beaucoup plus petits. Mon fils, qui va avoir 10 ans bientôt, eh bien, quand il avait 3, 4 ans, même 2 ans, quand je revoyais ces photos, en fait, j'arrivais à me replonger dans quelle Cindy j'étais à ce moment-là. Quelles émotions je vivais, quelles étaient mes pensées, quelles étaient mes préoccupations. Et en fait, je me suis rendu compte en remontant dans ces photos que toutes les émotions qui me remontaient, c'était des émotions qui n'étaient pas forcément agréables, loin de là. Il y avait de jolis moments, bien entendu, mais ce que je pouvais
ressentir avec certitude, c'est que ces moments-là, je ne les vivais pas pleinement. Ces photos me le rappelaient vraiment parce que je savais que j'étais, dans ces moments-là, j'étais à côté de mes enfants. Là, c'est vraiment les photos avec mes enfants qui me le rappelaient, mais j'étais avec eux physiquement, mais je n'étais pas vraiment là avec mon cœur. C'est-à-dire que j'étais soit absente, c'est-à-dire que mon esprit était préoccupé ailleurs, soit on va dire que j'étais là à 20%. Alors, les moments avec moi-même, n'en parlons pas, ça n'existait pas, à part quand j'étais dans mon potager, où là, c'était effectivement mon moment à moi, mais je le vivais aussi avec une espèce de contrainte, mais voilà, le côté créer des souvenirs de moi avec moi-même, ça n'existait même pas à ce moment-là. Ce que je pouvais ressentir quand j'ai visionné ces photos-là, c'était une énorme tristesse. Une tristesse vraiment profonde, une tristesse très prenante. De me dire, mais merde, j'étais à côté d'eux, j'avais le temps pour ça. J'avais tout ce qu'il fallait pour ça et je n'étais pas vraiment présente. C'est-à-dire que j'ai vécu à côté de mes enfants une grande partie. Il y avait beaucoup de frustration de mais pourquoi c'était comme ça pour moi? Pourquoi j'arrivais pas? Pourquoi j'avais pas conscience de ça? Pourquoi je le savais pas? Il y avait même une espèce de notion d'injustice de mais pourquoi? Pourquoi je le savais pas alors que finalement j'avais quand même tout ce qu'il fallait pour pouvoir le faire? Un métier d'enseignante, c'est aussi un métier où tu finis quand même plus tôt que la plupart des gens. Moi, j'ai des amis à l'époque qui finissaient le soir à 18h. Donc, le temps de récupérer leurs enfants et de rentrer chez eux, il était quasiment 19h. Ils leur donnaient à manger, ils leur donnaient une douche et les enfants allaient au lit. Moi, j'avais du temps avec mes enfants, j'avais des vacances. Et je ne comprenais pas comment c'était possible de pouvoir avoir autant de temps avec eux et d'être si loin d'eux finalement. En revoyant ces photos-là, j'ai aussi éprouvé beaucoup de honte. Mais c'est pas possible, Cindy. Mais comment t'as pu vivre à côté de tes enfants autant de temps? Alors que j'ai des enfants qui sont merveilleux, qui sont beaux, en bonne santé, alors qu'on avait toutes les conditions matérielles pour pouvoir vivre vraiment de très belles choses. On a vécu de très belles choses. Je dis pas le contraire, mais je sais que je les ai pas vécues pleinement. Et donc il y avait aussi de la honte. Il y a tout ce côté mais t'es une mauvaise mère. Regarde, t'as pas fait ça avec tes enfants, t'as pas fait ci, et puis dans ce moment-là, tu te souviens, c'était à ça que tu pensais. Alors, je vais être claire, hein, ce à quoi je pensais essentiellement, c'était ma classe, c'était le travail, et je le sais. En fait, ce que je vivais à ce moment-là, ce que mes photos m'ont rappelé, c'était que quand je travaillais pas mal, et j'étais, je pense, même pas parmi celles qui travaillaient le plus, parce que j'ai pu comparer après. Mais quand je bossais, quand j'étais sur mon ordi, quand j'étais dans ma classe, que je resterais après la classe, que je pouvais y retourner le mercredi ou le week-end, etc., il y avait cette frustration, cette honte d'être encore en train de bosser et de ne pas être avec mes enfants. Mais ce qui se passait également, c'est que quand j'étais avec mes enfants, il y avait une espèce de frustration de pendant ce temps-là, j'avance pas. Et ça, en fait, eh ben, ça donnait que j'étais frustrée en permanence, j'étais tiraillée. Plutôt que frustrée, j'étais vraiment tiraillée entre deux. Donc en fait, quand j'étais avec mes enfants, ma tête était à l'école. Et quand j'étais à l'école, ma tête était avec mes enfants. En fait, je n'étais jamais réellement nulle part. J'étais toujours tiraillée entre ces deux pôles essentiels. Je vous parle même pas de mon mari à ce moment-là. Alors lui, c'était carrément la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire qu'il prenait ce qui restait de tout ça. Et moi également, hein, je me mets dans le lot, parce qu'on était, je pense, à peu près à la même échelle, voire même je lui donnais peut-être un peu plus que ce que je pouvais me donner à moi, puisque moi, dans tout ça, je passais en absolu dernier. Par exemple, quand je parle de passer des moments avec moi-même, par exemple, passer des moments où j'allais prendre soin de moi, ne serait-ce que d'aller me faire offrir un massage ou d'aller me faire faire un massage, c'est un truc qui était impensable. J'avais pas le temps. Ce qui faisait que je passais mon temps, quand je faisais des choses pour moi, finalement, c'était de la réparation. C'était de l'ostéo,
C'était voilà, des choses comme ça qui en fait n'étaient pas des choses agréables pour prendre soin de moi, c'était de la réparation parce que j'avais mal ou parce que j'étais malade, etc. En revoyant ces photos aussi, quand j'ai passé un peu ce moment de honte là, de tristesse, de frustration, c'était de réaliser aussi que là, j'étais en train de m'en vouloir pour des choses que je ne savais pas. Tout simplement, je m'en voulais de ne pas avoir su faire autrement, mais en même temps, je ne savais pas faire autrement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que, là, de ce que je viens de vous partager, si ce sont des choses qui résonnent avec vous, si c'est des choses que vous ressentez, que vous pensez aussi, ou que vous avez ressenti ou pensé, parce que peut-être que votre situation est différente maintenant, mais je me suis rendu compte qu'à l'époque, je ne savais pas faire autrement. Pour plusieurs raisons. Un, tout simplement, mais je ne l'avais pas appris. Je n'avais pas appris à faire autrement que il faut travailler dur, dans la vie, il faut travailler pour gagner son argent, etc., etc. Je n'ai pas eu un exemple de parents qui étaient très présents non plus. Mon père travaillait beaucoup. Il travaillait la semaine et il travaillait également le week-end pour nous permettre d'avoir notre confort matériel. Ma mère travaillait énormément aussi la semaine et à la maison, elle avait énormément de choses à faire parce que elle s'occupait de tout le reste. La maison, on avait des vêtements repassés, on mangeait très bien, la maison était propre, rangée, etc. Et en fait, je me suis rendu compte une fois adulte que tout ça, ma mère, en fait, elle gérait toute cette charge mentale. Mon père s'occupait de tout ce qui était extérieur, travaux, etc. Enfin, c'était très à l'ancienne, hein, très stéréotypé, pardon, mais en fait, je n'ai jamais vu ma mère prendre soin d'elle. Je n'ai jamais vu ma mère se dire, tiens, je vais aller me faire un massage. Tiens, je vais prendre un temps pour moi. Tiens, je vais aller me faire plaisir, je vais faire ceci. Non, elle était à la maison, en dehors de son travail, et elle faisait tout ce qu'il y avait à faire. Donc déjà, je n'avais pas appris à le faire. Je n'ai pas eu d'exemple de quelqu'un qui vit autrement les choses. Et même à l'âge adulte, là, quand mes enfants étaient jeunes, je n'avais pas d'exemple autour de moi de femmes qui se sentaient bien dans leur vie et qui savaient faire la part des choses entre le moment où elle était au boulot et le moment où elle était avec ses enfants. Ce que je voyais autour de moi, c'était mes amis, qui évidemment étaient des collègues, qui étaient, comme moi, tout le temps débordés, fatigués, frustrés. On était tout le temps en train de râler parce qu'on avait trop de choses à faire, etc. Donc en fait, c'était ma norme, tout simplement. Donc c'était tout à fait normal que je vive ça. C'était pas agréable, mais finalement, c'était tout à fait normal parce que c'était ce que je voyais aussi autour de moi. Donc à ce moment-là, tout ce que je vivais me paraissait profondément normal. Ni agréable, ni confortable, mais 100% normal. Et puis en même temps, ça faisait de moi finalement quelqu'un de bien. Alors, retenez bien ce que je vais dire, c'est que ce que je vivais faisait de moi, dans ma tête, quelqu'un de bien. Parce que quelqu'un de bien, pour moi, c'était quoi à l'époque? C'est quelqu'un qui travaille dur. Notre société valorise énormément le travail dur, le labeur. On entend souvent, ah non mais t'as vu, ah non mais lui, c'est un travailleur. Ah ouais. Donc c'est hyper valorisé de travailler beaucoup. On est dans une société où il faut que tout soit fait vite, on en fait toujours plus, on en veut toujours plus. On est dans une société où les gens se plaignent et râlent beaucoup, donc en fait pour être normal, il fallait aussi râler et se plaindre, donc j'y arrivais très bien. Et en plus dans le milieu enseignant, ce que je voyais, même moi je jugeais ça, c'est que quand je voyais des enseignants ou des enseignantes qui disaient « Oh non, mais moi, je travaille pas tant que ça, moi, je fais comme si », et qui n'étaient pas débordés. Non seulement je ne comprenais pas comment c'était possible, mais en plus, je les jugeais d'être des mauvais enseignants. Ah non, mais de toute façon, ça doit être forcément quelqu'un qui prend le bouquin de maths, le bouquin de français, puis qui se creuse pas le citron, quoi. Elle se casse pas la tête. Donc il y avait un jugement négatif sur les personnes que je voyais autour de moi qui travaillaient peu. Bon, ça c'était, je pense, ma façon de me rassurer de « Ouais, mais toi tu travailles beaucoup, donc t'es une bonne personne. » Bref, des années ont passé comme ça. Et un jour, alors déjà il faut savoir que évidemment rien ne s'est amélioré, plus mes enfants ont grandi, plus ma charge mentale a augmenté, bizarrement, enfin, plus je me suis un peu noyée dans tout ça. Et surtout, au-delà du fait que je me sois noyée, c'est que plus mon corps, en fait, plus mon mental, plus ma capacité émotionnelle, en fait, ont pris cher.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, physiquement, ça a été de plus en plus difficile. Émotionnellement, c'était de plus en plus difficile pour moi d'être présente. C'était devenu ma norme d'être tout le temps préoccupée par ma classe. Ou quand je pensais à ma famille, mes enfants, c'était tout le temps par des préoccupations. Il faut faire les courses, il faut faire ci, il faut faire ça. J'étais énormément dans le faire. C'est-à-dire que d'extérieur, chez moi, tout était bien. Même s'il y a des périodes où effectivement on voyait que c'était très dur pour moi et que je ne tenais plus rien. Mais je me souviens un jour d'une collègue qui m'avait dit, parce que je parlais de mes enfants, je parlais de ce que je faisais, je parlais de mon jardin, des trucs que je ramassais dans mon jardin, mais s'est dit, mais comment tu fais pour faire tout ça? Et en fait, effectivement, je faisais bien trop de choses par rapport à ce que j'étais capable de faire, c'est-à-dire que je faisais plein de choses, mais finalement, je faisais rien vraiment avec le cœur. Bref, tout ça pour dire qu'un jour, quelques années plus tard, on était allé à une manifestation, enfin un truc, un regroupement, et en fait j'ai fait une activité avec ma fille. C'était comme un laser game extérieur, et mon mari à l'époque avait filmé. Et à la fin il m'a dit non mais je comprends même pas pourquoi tu as été faire ça, mais regarde la vidéo, on dirait que tu es morte. Et en fait je me souviens très très bien de ce jour-là parce que je l'ai fait parce que je pensais que c'était bien que je le fasse. Que être une bonne maman, c'était faire ça. Et en fait, effectivement, je n'ai pris aucun plaisir, j'étais épuisée, j'avais tout sauf envie d'être là, mais pour moi, c'était, voilà, je devais être là avec mes enfants, je devais profiter avec mes enfants, sauf qu'en fait, j'étais là, je ne profitais de rien, et mes enfants, c'est évidemment pas un bon souvenir pour eux, c'est pas quelque chose qui va les marquer, parce que quand on a avec nous quelqu'un qui est complètement absent, qui profite pas, qui partage pas avec nous, ça ne crée pas un beau souvenir. Et ça, cette phrase de « on dirait que tu es morte », c'est une phrase qui m'a évidemment énormément marquée. Et ça, c'est la phrase, pour moi, je pense que ça a été le début de tout un chemin, le début d'un long chemin qui a duré plusieurs années, qui m'emmène à vous en parler aujourd'hui. Et ce chemin, je le chéris, parce que c'est le chemin qui m'a emmené à me libérer de cette charge mentale petit à petit, en passant par plusieurs étapes, mais à me libérer de cette charge mentale, à me rendre compte qu'en fait j'étais en train de me bouffer la vie, que je voyais la vie passer, la vie avec un grand V, passer, alors qu'en fait je n'en profitais absolument pas. Je voyais mes enfants grandir sans qu'on puisse avoir réellement ce que j'avais décidé de vivre avec mes enfants, ce que j'avais eu envie de vivre avec mes enfants quand je les ai voulus, quand je les ai eus. J'étais à côté de ça. J'étais à côté de cette vie de maman, à côté de cette vie de femme que je voyais passer devant moi en me disant mais en fait je suis là mais je suis pas là quoi. Déjà ce que je peux dire c'est que vraiment la première étape vers un changement de système de pensée, de système d'action, ça commence par une prise de conscience. Moi, cette phrase choc, ça a été une prise de conscience. Évidemment, tout n'a pas changé en un claquement de doigts après ça, bien loin de là. Mais si je me souviens encore de cette phrase, c'est que ça a été le début d'un parcours de comment je me sors de ça. Déjà, comment je suis arrivée là et comment je me sors de ça. Et il m'a fallu des années, vraiment, avant de trouver un système qui fasse que je me suis vraiment sortie de ça et que maintenant, non seulement moi je me suis sortie de ça, c'est-à-dire que je me permets maintenant, je sais comment profiter pleinement des moments de ma vie, c'est-à-dire que là, maintenant quand je regarde mes photos, tous mes souvenirs, je sais que j'étais 100% présente dans ces moments-là, que je sois seule ou accompagnée, je suis là, vraiment. Je suis cœur, corps et âme dans le moment que je vis. Mais ça a pris beaucoup de temps. Ce sera probablement l'épisode suivant, en fait, quelles ont été les étapes pour sortir de tout ça. Mais ce que j'avais envie de dire ici, déjà, c'est ce n'est absolument pas une fatalité. Moi, je ne voyais pas à ce moment-là, même si j'avais eu ce déclic de merde, il faut que ça change, je ne savais pas du tout quel était le chemin pour ça. Mais, quoi qu'il arrive, il a fallu tout un tas de petits pas, de recherches, de tests, d'erreurs, d'essais, je vais essayer comme ci et puis comme ça, avant de trouver ma façon de faire. Et maintenant, c'est la façon de faire aussi
une façon de faire que je partage avec les enseignantes sur mon groupe, dans mes programmes, dans mes accompagnements, etc. Et surtout, ce que je veux, mon vrai désir profond, c'est pas que tout le monde adopte ma façon de faire, parce que ma façon de faire, elle est adaptée à moi, mais par contre, c'est d'accompagner pour que chacune puisse trouver sa façon de faire qui lui permette de passer de ce système où on n'est jamais à 100% dans nos moments et qu'en fait, c'est en regardant nos photos plus tard qu'on se dit « Oh merde, en fait, ce moment, il était super, mais j'en avais même pas profité en fait. » Ah, ben maintenant, en fait, je suis capable de gérer tous les domaines de ma vie, mais en étant présente, c'est-à-dire que je suis parfaitement présente et consciente de ce que je fais et surtout être consciente de ce que je vis. Parce que pour moi, le plus important, c'est ça, c'est d'être là, pleinement présente dans notre vie. On n'en a qu'une. Chaque jour que l'on vit est unique. Aujourd'hui, on est le 31 juillet 2024. C'est la seule et unique fois, c'est la dernière fois qu'on va vivre cette journée. Alors, chaque jour n'est pas obligé d'être absolument grandiose, magnifique et de faire des trucs extraordinaires. Mais chaque jour, en fait, c'est important d'être là, d'être présent. Parce que déjà, on ne sait pas si on aura la chance de vivre la journée suivante. Et puis, pourquoi se gâcher du temps? Bref, j'ai vraiment envie d'avoir vos ressentis, d'avoir votre avis, parce que c'est mon premier épisode de podcast tout de même, donc votre avis sera absolument constructif pour moi. Je compte sur vous pour faire des critiques constructives, n'est-ce pas? Et puis, j'ai envie de savoir aussi si ce que je vous ai partagé vous parle, si c'est des choses que vous avez aussi déjà ressenties. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est normal qu'on vive ou qu'on ait vécu ça. J'en reparlerai plus profondément aussi, mais toute la société autour de nous, de toute façon, elle est calibrée actuellement pour que l'on vive exactement ce genre de choses. Et que pour moi, c'est de notre responsabilité à chacune d'en prendre conscience et de, petit pas par petit pas, de changer tout ça. Ce podcast s'appelle La magie du colibri pour la simple et bonne raison que mon entreprise s'appelle La magie du colibri. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des changements hyper radicaux dans notre vie pour changer de vie. Mais parfois de faire des toutes petites choses, mais de les faire pendant suffisamment longtemps, ça permet de transformer des vies entières. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de podcast. Je serais vraiment honorée que vous me laissiez un petit pouce, une étoile, 2 étoiles, enfin peu importe, tout dépend de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je serais aussi également extrêmement honorée que vous la partagiez avec des gens à qui, des personnes, des femmes à qui ça pourrait parler. Et parce que c'est grâce à vous que ce podcast va vivre. Donc je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.